est-ce plus difficile de dire « je ne sais pas » que de faire une erreur? Je pense que je sais pas, c'est un mot magique. Hein. Quand on sait pas, on sait pas. Mais le problème avec ce je sais pas là, c'est un problème sénégalais et c'est un problème d'ego aussi. Parce que aujourd'hui, dire à un patient je sais pas, ça renvoie un message fort. Est-ce que jàng na? Est-ce que jàng na? Avez-vous l'impression parfois que les patients viennent trop tôt à l'hôpital ou trop tard? Trop tard. Le plus souvent, c'est trop tard. La majeure partie des cas, c'est trop tard même. Est-ce que aussi les jeunes sont assez informés par rapport au bilan prénuptial? Si aujourd'hui je suis drépanocytaire AS et je veux épouser une personne drépanocytaire aussi AS, ça c'est vraiment un risque. Avec TikTok par exemple ou les réseaux, tu peux entendre que disons Doliprane n'est pas bon ou te soigne pas, ou les tablettes de paracétamol de 100 francs là ne te soignent pas. D'accord. Par rapport au Doliprane, certains ne disent pas que ça soigne pas, mais ils disent que c'est pas halal pour les musulmans. Entre guillemets, graisse mbaam dañ ko defaree. Non, ça c'est faux. Subimax, nos carrières, SD Solutions vous offre votre podcast Check-up. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Check-up. Check-up, comme vous le savez, est un podcast qui parle de santé et aujourd'hui, nous accueillons un médecin généraliste du nom de Pape Mor Sarr. Monsieur Sarr, je vous salue. Bonjour Fatima, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, monsieur Sarr, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu votre cursus? Donc, je m'appelle Pape Mor Sarr, je suis médecin généraliste et je suis doctorant en médecine et spécialiste aussi en santé publique, options santé et environnement. Super. Alors, monsieur Sarr, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble une journée type d'un médecin généraliste? Bon, en médecin généraliste, comme vous le savez, je pense que c'est la ligne de défense. Donc, c'est peut-être la première personne que vous verrez une fois à l'hôpital. Donc, c'est eux qui gèrent le plus souvent tout ce qui est centre de santé, tout ce qui est district de santé. Donc, leur rôle en vrai, c'est d'être au premier plan, de dépister en tout cas au plus tôt les pathologies des patients, c'est-à-dire la maladie d'une personne, et enfin d'être au besoin. En tout cas, je peux dire que c'est la personne la plus proche de la population. D'accord, monsieur Sarr. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? Ce serait surtout le rapport humain. La personne, elle est de nature bénie par Dieu. Donc, et nous, on a la chance quand même de travailler sur les humains, d'être tout le temps en rapport avec eux. Et ce qui nous plaît le plus, c'est de savoir en tout cas les maux des personnes, de les régler. Bon, disons que la guérison appartient à Dieu, mais en tout cas, on fait de notre mieux pour soigner les gens et en retour de les écouter, d'être patient avec eux. Alors, comment définirez-vous le rôle d'un médecin généraliste en une phrase? Bon, le rôle d'un médecin généraliste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout d'abord d'être au premier plan, de diagnostiquer au plus tôt la personne, de l'orienter surtout, parce que disons qu'il y a des maladies, on doit les référer en fait. Et c'est le rôle principal du médecin généraliste. Il soigne, mais en même temps, si ses compétences sont limitées par rapport à une pathologie, donc il a l'obligation de référer à un spécialiste ou bien dans un hôpital un peu plus équipé. Alors, dans quel cas le généraliste est plus pertinent qu'un spécialiste? Je ne vais pas parler de pertinence, mais plutôt c'est comme une équipe en fait. Parce que le généraliste, comme je vous ai dit, il est au premier plan. Donc, si vous allez
dans un district de santé ou centre de santé, le plus souvent, c'est eux qui sont là-bas. Donc, si il y a nécessité de référer, lui, il peut quand même traiter des maladies, par exemple des maladies de type pulmonaire ou bien de type cardiaque, etc. Il peut bel et bien les traiter. Mais des fois, c'est préférable de référer à un spécialiste pour qu'il puisse faire un suivi plus spécial. Donc, quand on parle de spécialistes, qui peut le plus, peut le moins. Donc, un spécialiste, c'est déjà un généraliste d'abord. Donc, lui, il peut faire ce que le généraliste peut faire déjà. Et en plus de ça, sa spécialité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Effectivement, vous l'avez bien répondu. Alors, êtes-vous un médecin du corps ou du mental? Ou les deux? Ça, ce sera compliqué à répondre, mais bon, je vais essayer. En tout cas, moi, personnellement, depuis très longtemps, j'ai toujours été très social. Et même d'ailleurs, je me souviens, j'ai commencé à aller en campagne médicale dans presque toutes les régions du Sénégal depuis ma première année de médecine. J'ai commencé à faire des campagnes de circoncision, des campagnes de... Donc tout ça, ça entre dans dans l'aspect social et le fait d'être proche de la population. Parce que quand même, la santé de la population, elle est surtout participative. Donc, on t'intègre toi-même dans ta propre santé. Donc, pour pouvoir en tout cas mieux prévenir certaines maladies. Donc, je dirais que je suis plus les deux. Ok. Alors, quelle est la place de l'écoute dans une consultation? Je peux te dire, elle occupe 80 même % de la consultation. Parce que, disons que comment est scindée la consultation? Donc, la première partie, c'est l'anamnèse. C'est avoir les informations personnelles du patient. Et ce qui vient après, c'est le motif de la consultation. Qu'est-ce qui amène le patient? La troisième partie, c'est surtout l'histoire de la maladie. Donc, ce qui m'amène, et c'est quoi l'historique de ça? Donc, tout ça là, c'est la partie écoute. Et en écoutant un patient, on peut carrément déceler beaucoup de choses. On peut savoir son histoire, on peut savoir ce qu'il vit. Et même ça peut nous orienter dans le traitement et dans le suivi aussi. Parce qu'un patient, avant tout, c'est pas un objet, c'est surtout une personne. Donc, on le prend humainement. Et puis, le plus souvent, ils sont plus à l'écoute et attentifs quand c'est serein et quand il y a en tout cas l'aspect vraiment social et l'écoute qu'il faut. D'accord. Alors, dans ce sens, est-ce que vous vous sentez plus parfois psychologue que généraliste? Je dirais que les médecins sont tous des psychologues. Naturellement, ça devrait se passer comme ça. Mais bon, des fois, il peut y arriver qu'un médecin soit vraiment très, très, très dans le feu de l'action. Il oublie même l'aspect peut-être humain. Mais bon, ça peut se comprendre. Alors, Internet et Google aident ou poison dans la relation patient-médecin? Bon, actuellement, on est dans l'ère de la digitalisation. On est dans l'ère de l'Internet, je veux dire. Il y a l'intelligence artificielle. Donc, je peux te dire que ça aide beaucoup. Hein. Ça aide surtout, d'une part, ça aide peut-être les médecins, d'une part, par rapport à des recherches même qui ont été faites dans d'autres pays. Ça aide aussi les patients à être plus, en tout cas, à s'impliquer de plus en plus dans leur traitement ou dans leur maladie, à mieux connaître leur maladie. Maintenant, peut-être le problème qui se pose, on est que la compréhension peut-être d'un agent de santé dans les résultats que l'Internet lui donne et la compréhension d'un patient sera différente. Parce que, par exemple, si je tape sur Internet,
j'ai une toux chronique, on peut me sortir que j'ai la tuberculose, par exemple. Donc, la tuberculose, disons que le symptôme le plus fréquent, c'est la toux. Donc, et ça, c'est problématique parce que la toux peut être amenée par beaucoup de maladies pulmonaires, etc. Et même non pulmonaires cardiaques. Alors, avez-vous l'impression parfois que les patients viennent trop tôt à l'hôpital ou trop tard? Trop tard. Le plus souvent, c'est trop tard. La majeure partie des cas, c'est trop tard même. Parce que disons qu'actuellement, il y a surtout, si je prends l'exemple des filles, l'Octobre Rose par exemple qui vient de passer, la prévention, c'est surtout de se faire consulter et très tôt, dans les premiers symptômes. Et si le diagnostic est posé très tôt quand même, surtout dans les cancers, que ce soit cancer du col, cancer du sein ou même les autres cancers, donc le traitement sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide et le patient avec l'aide de Dieu va guérir complètement. Maintenant, le problème qu'on rencontre, c'est par exemple, je peux te dire, ça peut être un problème un diagnostic tardif parce que soit le patient vient très tard ou bien le patient vient une fois, deux fois et elle a toujours mal ou il a toujours mal et il va se référer dans les mamoun, quoi, les praticiens, je voulais dire. Et le plus souvent, il y a, après aggravation de leur pathologie, qu'ils reviennent vers nous. Et le plus souvent, c'est trop tard. Alors, quelles sont les erreurs et idées reçues les plus fréquentes en consultation? Par rapport aux patients? Oui. Bon, le plus souvent, je peux te dire, c'est des idées qui viennent de la société d'une manière générale. Comme par exemple, avec TikTok, par exemple, ou les réseaux, tu peux entendre que, disons, Doliprane n'est pas bon ou te soigne pas, ou les tablettes de paracétamol de 100 francs là ne te soignent pas. Maintenant, une fois qu'un médecin te prescrit, par exemple, un Doliprane, toi, dans ta tête, ça ne te soigne pas. Donc, forcément, c'est psychologique, quoi, ça ne va pas aller. Donc, le plus souvent, c'est ça. Sinon, c'est surtout des réalités par rapport à certaines maladies, à savoir peut-être le paludisme. Des fois, enfin, il y a des traitements qu'ils donnent, des remèdes naturels ou des traitements même qu'ils te donnent alors que ça ne va pas. Et il y a l'ascension aussi des praticiens. Il y a beaucoup de produits soi-disant naturels qui sortent alors que vraiment ça ne va pas. D'accord. Par rapport au Doliprane, certains ne disent pas que ça ne soigne pas, mais ils disent que ce n'est pas halal pour les musulmans. Entre guillemets, graisse ou mbaam dañ ko defaree. Non, ça c'est faux. Parce que le paracétamol, ça vient d'une plante. Ça vient d'une plante. Et la plante même, ça existe en Afrique. Ça existe ici. Donc, c'est ce plante qu'on traite et puis qu'on ramène ici. Alors, est-ce que les patients parlent assez de leur santé mentale? Oui, le plus souvent. Enfin, on peut avoir des typologies de patients. Par exemple, tu peux avoir le patient très bavard qui te raconte du tic au tac sa vie. Donc, lui, elle, pour cette personne-là, je peux te dire que il faut vraiment être à l'écoute et prendre les bonnes informations. OK? Et il y a parmi eux aussi les patients qui divaguent. Enfin, il y a ce qu'on appelle des patients hystériques aussi. Ils n'ont pas mal, mais ils font, je sais pas, c'est un peu des caprices, quoi, comme on peut dire. Et il y en a aussi des patients qui parlent pas, enfin, qui ne sont pas vraiment très bavards. Il faut poser la question, reposer pour en tirer quelque chose, quoi. Alors, y a-t-il des sujets tabous chez les patients? Oui, parce que le plus souvent, si ça touche même des retards de consultation liés à certaines gènes ou certains, je sais pas, parce que par exemple, pour, disons, l'urologie, qui touche surtout les hommes, il y a les IST, il y a d'autres infections qui touchent les hommes. Donc, le plus souvent,
ils n'en parlent pas, ils ne se font pas consulter. Et de fur et à mesure, ça s'aggrave jusqu'à créer autre chose avant qu'ils aient allé en consultation. Alors, comment se passe la prise de décision quand les symptômes sont flous? Bon, le plus souvent, c'est la biologie et l'imagerie qui sont à l'appui. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une maladie soit infectieuse ou d'une maladie, je sais pas, pulmonaire ou cardiaque. Le plus souvent, déjà, il y a les analyses de routine qu'on fait, à savoir l'NFS, la CRP, pour pouvoir tirer ou pour pouvoir, en tout cas, exploiter ces résultats-là. Ça va nous renseigner sur l'infection, comment il est, c'est-à-dire si le taux de globules blancs est élevé. Bon, c'est assez technique, donc voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres analyses et d'autres radios peut-être qu'on peut faire pour vraiment élucider la prise de décision. Mais aussi, il faut avoir la tête sur les épaules, à savoir, il faut avoir l'habitude de demander comment dirais-je, de demander conseil, de demander avis. Voilà. Soit aux collègues ou si tu as un supérieur, de le demander son avis. Si vraiment tu n'arrives pas à déceler la pathologie, quoi. Maintenant, à quel point l'intuition joue-t-il un rôle dans le métier? Non, c'est primordial, hein, parce que je peux te dire, si on sort de Dakar, par exemple, et dans les stages ruraux que presque tous les médecins font, la plupart du temps, c'est l'intuition. Parce que si on est dans une zone vraiment très reculée, il n'y a pas la disponibilité d'imagerie. Et même pour faire des analyses, c'est assez compliqué. Pour avoir les résultats, ça peut durer. Donc, vraiment, l'intuition, ça joue dans ce sens. Sinon, même ici à Dakar, hein, des fois, si on est sûr que c'est ça, ou enfin, même si on a des doutes, il faut être têtu. Mais dans le bon sens. Alors, est-ce plus difficile de dire je ne sais pas que de faire une erreur? Je pense que je sais pas, c'est un mot magique, hein. Parce que quand on sait pas, on sait pas. Mais quand on sait pas aussi, il faut demander et il faut se renseigner. Mais le problème avec ce je sais pas là, c'est un problème sénégalais et c'est un problème d'ego aussi. Parce que aujourd'hui, si un médecin dit à un patient je sais pas, ça renvoie un message fort. Like, ce médecin, est-ce que c'est un vrai médecin d'ailleurs? Est-ce que jàng na? Est-ce que jàng na? Et je pense que dire je sais pas est vraiment la meilleure des choses à faire que de faire vraiment des erreurs qui pourraient coûter la vie à un patient. Alors, quand décidez-vous d'orienter un patient vers un spécialiste? Bon, si tous les symptômes vraiment sont spécifiques à une pathologie donnée, et on sait que là où on est, on n'a pas le pouvoir de pouvoir avancer, là, on refait. Et même, il y a certains médecins, s'ils savent que le patient souffre d'une telle pathologie et ça risque de s'aggraver, on refait. Et maintenant, il y a aussi une manière de refaire, par exemple, pour un patient qui souffre vraiment, avant de le faire, il faut faire vraiment le nécessaire, il faut calmer la douleur, etc. Donc, il faut être le plus humain possible avant d'envoyer le patient autre part. Alors, et pour les cas d'urgence, quand décidez-vous que ce patient est en cas d'urgence? Bon, pour les urgences, le plus souvent, on fait un tri. Il y a ce qu'on appelle dans les urgences, on fait un tri selon la gravité et selon la localisation.
Par exemple, pour un patient qui saigne, je ne sais pas si c'est une hémorragie interne ou externe, etc., selon la douleur, selon ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire si c'est un trauma, on évalue d'abord l'état général, on essaie de voir la conscience, etc., pour pouvoir juger si c'est vraiment une urgence à prendre en charge. Et d'ailleurs, il y a d'autres urgences qui peuvent vraiment coûter la vie à un patient, par exemple les urgences cardiaques. Donc, il y a l'infarctus, il y en a d'autres, hein. Donc, faut vraiment essayer de diagnostiquer le plus rapidement et de référer. D'accord. Alors, avez-vous déjà regretté une erreur médicale? Euh, je dirais pas oui. Certes, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, mais quand j'étais dans des stages cliniques, mais c'était pas quand même des erreurs vraiment qu'on peut qualifier d'erreurs. Enfin, c'est des erreurs d'apprenant, quoi. Voilà. Maintenant, je me souviens, il y a eu un jour où un patient, je prenais soin de sa maman, enfin, un accompagnant. C'était sa maman, le patient. Donc, ce jour-là, c'est moi qui faisais les prises de sang. J'étais en 3e année, je pense. Donc, on a pris, je pense, 4 tubes comme ça. Alors, l'erreur qu'on avait fait, c'était de ne pas faire sortir l'accompagnant de la salle. Alors, en voyant qu'on prenait du sang, lui, dans sa tête, il pensait que le sang était utilisé peut-être pour autre chose. Et on en prenait beaucoup aussi. Donc ça, c'est peut-être des idées perçues ou voilà, des réalités qui sont là. Donc le plus souvent, quand on fait sortir un accompagnant, ils ne comprennent pas. Mais c'est pour éviter ce genre de choses. Alors, si vous aviez un message de prévention à faire passer, ça serait lequel? Bon, ça serait compliqué à dire, mais disons, prenez soin de votre santé mentale. C'est très important. Parce que actuellement, je peux te dire, surtout les jeunes, ils sont très stressés, très anxieux. Et puis, ils savent pas avec qui parler. Donc, je pense que c'est ce message vraiment que j'aimerais faire passer aux jeunes. euh, pour vraiment qu'ils puissent prendre soin de leur santé mentale. D'accord. Alors, pourquoi la prévention est-elle si peu suivie actuellement? Bon, je ne vais pas parler de suivi, mais la prévention en tant que telle prend une place très, très, très importante dans la médecine et même dans la médecine d'aujourd'hui. Parce que si on prend l'exemple de la Chine, la prévention, c'est la médecine préventive, quoi. Eux, ils payent le médecin quand ils ne sont pas malades. Quand ils sont malades, on peut dire que le médecin a échoué. Mais alors, dans nos contrées, c'est l'inverse. On paye le médecin parce que tu es tombé malade. Donc, ici, la prévention a plusieurs aspects. Et comme on dit, hein, prévenir est mieux que guérir. Et la prévention coûte moins cher que la guérison. Voilà. Donc, si on prend l'exemple du Covid, par exemple, de la COVID-19, pardon, je peux te dire que le Sénégal a un peu réussi une partie du point de vue prévention parce que on a pu, en tout cas, à un moment donné, stopper la maladie comme on pouvait. C'était vraiment le rôle qu'on attend des spécialistes en santé publique d'ailleurs, à savoir les épidémiologistes, etc. Et le problème qu'on a ici le plus souvent, c'est un problème de suivi. On peut poser par exemple des actes de prévention, mais c'est un problème de suivi et un problème de participation communautaire, de faire adapter une idée à la population, de leur faire
porter l'idée, de leur faire porter le combat. C'est ce qui est très, très, très difficile. Entre vaccin, dépistage et bilan, qu'est-ce que les gens négligent le plus? Bon, la vaccination, on n'en fait pas tous les jours. Donc, je peux te dire, c'est les bilans. Parce que le plus souvent, c'est un problème financier qui se pose. Parce que on est au Sénégal et la majeure partie de la population a un problème de se nourrir déjà. Donc, si une personne a un problème de bien manger, donc une fois malade, il ne va pas penser à aller à l'hôpital. Parce que si se dit, si je vais à l'hôpital, il y aura les ordonnances, il y aura les bilans à faire, etc. Donc, ce sera un problème vraiment très profond et très difficile à résoudre aussi. Ouais. Donc, je dirais que c'est le bilan quand même que les gens négligent le plus. D'accord. Alors, qu'est-ce que le bilan peut prévenir? Je peux te dire que, par exemple, pour une personne qui fait un bilan général tous les ans et une personne qui n'en fait jamais, la question est qui sera le plus surpris du point de vue, par exemple, maladie. Aujourd'hui, si moi je surveille, par exemple, tout ce qui est taux de cholestérol, tout ce qui est fer, etc. Donc, s'il y a des variations par rapport aux analyses que j'ai fait ultérieurement, donc ça fait tiquer et ça te fait consulter d'ailleurs. Et l'orientation sera, je peux dire, c'est à visée préventive, quoi. Et maintenant, s'il y a une personne, qu'il fait que quand il est malade, donc même on peut découvrir des choses qu'ils ne ressentaient pas alors qu'ils sont là et qu'on doit traiter. Alors, aussi les bilans prénuptiales aussi, il faut en parler parce que, comme le cas de la drépanocytose, ça peut se détecter dès le bilan prénuptial et aider aussi au couple de savoir ce qui advient de leur vie parentale. Est-ce que aussi les jeunes sont assez informés par rapport au bilan prénuptial? Bon, pour le bilan prénuptial, je vais dire que il n'y a pas que la drépanocytose, hein. Il y en a d'autres maladies sexuelles. Peut-être on n'en parle pas. Il y a, si on peut prendre la varicocèle par exemple chez les hommes, ou peut-être l'oligospermie, azoospermie. C'est-à-dire c'est des choses qu'on découvre, qu'on ne savait pas, mais qu'on découvre avec ces bilans-là. Par exemple, pour la drépanocytose, une personne drépanocytaire peut le savoir, même avant de vouloir s'engager avec une personne. Donc, ce bilan-là va nous permettre de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis drépanocytaire AS et je veux épouser une personne drépanocytaire aussi AS, ça, c'est vraiment un risque et c'est un risque à éviter même. Parce que le problème qu'il peut engendrer, c'est surtout un problème de santé pour nos enfants. Parce que si on a un enfant et qu'il hérite de nos gènes SS, donc il va développer la drépanocytose SS. Et le plus souvent, bon, actuellement, la prise en charge, elle est quand même beaucoup plus avancée que, je veux dire, 10 ans en arrière. Parce que le plus souvent, on disait que ceux qui ont la drépanocytose SS ne vivaient pas au-delà de 25 ans. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu un cousin qui souffrait de cela et qui a fini par décéder. Donc, voilà. Faut vraiment pas négliger cette partie-là. Ouais. Alors, à quel moment faut-il aller se consulter sans attendre? Bon, je pense que si on a surtout des gènes ou bien des douleurs quelque part, peu importe, qui persistent encore, malgré les calmants que tu prends, ça persiste. Vraiment, faut se faire consulter. Ou bien qui reviennent très souvent, faut faire le nécessaire. Faut suivre
Et faut pas lâcher. Faut pas lâcher très tôt. Parce que le plus souvent, le problème qu'on a, les gens, ils lâchent très tôt. Essaye d'aller voir les tradipraticiens pour vraiment trouver une solution. Certes, ils peuvent calmer la pathologie ou pas, mais le plus souvent, le résultat qu'on a dans les hôpitaux, c'est l'aggravation de la pathologie et puis enfin, le décès peut s'en suivre. Et surtout les cas de saignement aussi, parce que parfois je vois des gens qui ont le rhume, ils ont des saignements, ils disent que c'est normal, rhume bi la, alors que en médecine, on dit qu'un saignement n'est jamais normal quand ça sort de son cadre. Par exemple, quand ça sort d'une blessure. Nit warul tufli deret, warul waccu deret, warul ñandu deret, aussi warul dem ginnaaw kër gis deret. Effectivement. La majeure partie des Sénégalais dañuy naaj dans ces cas-là, après ñu ne non, c'est normal parce que voilà, dama rhume, wala lii moo tax wala lii. Genre, ils ne comprennent pas assez li tax ñu wax leen ni boo leen naajee da ngeen war a dañu war a dem consulter ji. Ouais, parce que le plus souvent, je pense que pour ces cas-là, ça peut être lié à une irritation des sinus qui deviennent le plus souvent très, très secs, qui se fissurent même. Et quand tu éternues ou quand tu te mouches, il y aura du sang qui se mêle au glaire. Donc, même dans ces cas de circonstances, il faut aller consulter. Ouais, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut être plus grave que ce que l'on pense. Ouais. Alors, quelle est la situation la plus marquante que vous avez vécue en tant que généraliste? Bon, ce qui m'a le plus marqué, c'est un patient. Et je peux dire que c'était pas seulement mon patient, c'était un père pour moi. Quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Je peux dire un conseiller. Et je prenais, j'étais son médecin traitant. Je le consultais à domicile, etc. Tout ce qui est orientation, etc. Mais bon, finalement, je l'ai perdu. Je l'ai perdu pas longtemps. Et il est mort dans mes bras même. À l'hôpital quand même, mais dans mes bras. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. Et j'ai beaucoup d'exemples comme ça. Parce que la première fois que j'ai vu une personne mourir devant moi, c'était en première année. Mais celui qui m'a marqué le plus, c'était ce patient-là dont je viens de parler. C'était vraiment un conseiller, un père, et on parlait de tout et de rien. Donc, il n'y avait plus de relation patient-médecin. C'était une famille. En même temps, c'était le père d'un ami, donc. Je comprends. Alors, quelle est la situation la plus drôle que vous avez vécue en consultation? Je saurais te dire. Mais en tout cas, ce que je me rappelle le plus, c'était un patient hystérique, une patiente de 16 ans, 17 ans, de 16 ans je pense, qu'on avait reçu en pédiatrie. Ce patient-là, elle faisait beaucoup de caprices. Naturellement, elle faisait semblant de faire une crise d'asthme. Donc, c'est assez drôle parce que une fois qu'on l'a, parce que si on sait que si on vraiment on a on a la flair de ça en fait. Maintenant, ce qu'on a fait, au lieu de mettre un traitement, on n'a rien mis. On a juste on l'a mis sous masque à oxygène. On a mis juste la pression. Il n'y avait ni de médicaments, il n'y avait rien. Et hop, subitement, elle se sentit mieux. Mais apparemment, après l'histoire, je me suis rendu compte qu'elle réclamait des choses à ses parents qui ont refusé. Donc, elle a fait ses crises de cabine, quoi. Ah, je vais commencer à faire cela chez moi. Ah, faudrait avoir quelqu'un qui vraiment... Qui comprend.
Alors, comment on fait pour garder une certaine distance émotionnelle avec le patient sans pour autant être froid? Bon, le plus souvent, je peux te dire que c'est en étant vraiment très professionnel, hein. Parce que on peut vraiment être très ouvert avec un patient, mais quand même être professionnel. Parce que le problème qu'on rencontre, c'est un problème d'attachement. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont vécu, en carence affective, que ce soit pendant l'enfance ou pendant, je sais pas, pendant toute leur vie. Donc, si une personne vraiment est un peu attentionnée avec eux, peut-être ils vont se sentir trop à l'aise et voilà quoi. Donc, je pense que c'est la ligne à ne pas franchir. Et quand même, c'est très difficile, mais il le faut. xale yu jigéen ne médecin bi daf maa nopp. Voilà. Des fois, mën nga du rek ñu ne ah médecin bi moom waaw. waaw tarkal waay. Alors, la médecine générale est-elle en danger actuellement, aujourd'hui? Bon, en danger, c'est trop dire quand même. Mais la médecine, d'une manière générale, est en train de changer. Est en train de changer parce que il y a l'ère de beaucoup de choses. Il y a l'ère de la digitalisation. Il y a beaucoup je peux dire, de matériel ou de nouveautés, d'innovations euh, qui ont été faits dans ce sens. Donc, vraiment, il faut suivre quoi. Si j'ai un conseil à dire, il faut suivre. Il faut pas se laisser en rade parce que la médecine du Sénégal et même que la médecine de l'Europe, peut-être ce qui va différer, c'est les moyens qu'on utilise. Et voilà. Alors, que pensez-vous de la télémédecine? Bon, la télémédecine, c'est vraiment une bénédiction. Enfin, je peux dire que la télémédecine existait depuis longtemps, mais il n'y avait pas un nom qu'on a corrélé à ça. Maintenant, la télémédecine ou la consultation à distance, c'est quelque chose qui se faisait, mais ça ne peut pas se faire dans tous les cas. C'est-à-dire, moi, personnellement, je suis entrepreneur. J'ai développé une plateforme qui s'appelle Fadjo. Donc, on fait tout ce qui est téléconsultation, consultation à domicile, tout ce qui est suivi, etc. Donc, je peux te dire que c'est une chose qui facilite la vie à beaucoup de gens, quand même. Parce que disons qu'il y a pas mal de personnes qui perdent leur journée, 24 heures, pour aller à l'hôpital, aller faire des analyses par-ci, par-là, aller récupérer les analyses, etc. Et je peux te dire que c'est quelque chose qu'on a regroupé dans une plateforme. Et il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Il y en a d'autres, il y a d'autres enfin, services qui existent. Et je pense que si c'est bien exploité, ça pourrait faciliter en tout cas la médecine d'aujourd'hui. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devrait changer en priorité dans le système de santé? Bon, je dirais que le fait de faciliter en tout cas les patients l'accès aux praticiens, c'est-à-dire aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quand tu dois aller à l'hôpital, tu le penses vraiment 24 heures à l'avance. Il faut que il faut que tu planifies, il faut que tu annules des choses, il faut que tu laisses ton travail, par exemple. Maintenant, il y a quand même beaucoup de travail qui sont en train de se faire sur la partie digitalisation, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est on a horreur du changement, ou on a peur même du changement, si je peux me le permettre. Parce que je connais un hôpital où on a déjà une plateforme qui gère tout ce qui est dossier patient,
leur gestion, etc. Depuis 2018 comme ça. Et dis-toi que c'est pas utilisé comme il faut. Il y a peut-être que 2 personnes, le labo, la pharmacie qui l'utilisent convenablement. Mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment d'accès par rapport. Les médecins ne l'utilisent pas, les infirmiers. Et vraiment, ça nous aurait facilité la vie. Par exemple, aujourd'hui, en tant que santé publiciste, si je devais faire des recherches, par exemple, sur une pathologie dans une zone donnée, ce que je peux faire, c'est aller voir dans le district de santé. Donc, une fois là-bas, si c'est un problème de données qu'on rencontre le plus souvent, le problème de recueillir les données, parce qu'il n'y a pas un système qui regroupe tout ça et qui digitalise, etc. Et je pense que ça va bientôt changer quand même. Et même pour les rendez-vous, si on pouvait avoir, en tout cas, quelque part où regrouper tous les médecins et tous les patients. Donc, selon la spécialité, peu importe, un patient peut trouver un spécialiste, voir son créneau, sa disponibilité, prendre rendez-vous sans se prendre la tête et être consulté dans l'heure où il a pris rendez-vous. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Et vraiment, on va travailler sur ce sens. Je suis en train de travailler sur ce sens et j'aimerais vraiment d'atteindre mes objectifs par rapport à ça. Inch'Allah. Alors, quel conseil vous donnerez à un jeune qui aspire à être médecin généraliste? En tout cas, il faut être très courageux et il faut avoir de l'endurance aussi. Il va courir même, bien courir. Mais bon, c'est pas quelque chose de compliqué parce que si déjà il y a le choix qu'il fait, il y a la passion, après ça passe crème quoi. Maintenant, bon, si tu fais la médecine parce que voilà, c'est sauf qui peut, ce sera assez compliqué quand même. Mais la médecine, tout d'abord, il faudrait l'aimer pour l'exercer. Pour l'exercer et arriver jusqu'à bout. Alors, si nos téléspectateurs ne devraient retenir qu'une seule chose de cet épisode, ça serait lequel? Prenez soin de votre santé mentale. Vous insistez? Ouais, encore une fois. Prenez soin de votre santé mentale. Parce que je peux te dire que c'est la mère de tout, la pensée, l'être. Si je m'assois aujourd'hui ici, en train de parler avec vous, c'est parce que vraiment je suis bien dans ma tête. Peut-être je peux ne pas l'être dans la totalité, mais parce que vraiment j'ai eu le temps et j'ai pas d'autres peut-être pensées, voilà. Mais quand même, il le faut parce que aujourd'hui c'est un problème très récurrent et c'est un problème qui vraiment peut être très 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 fatal pour nos jeunes surtout. D'accord. Alors, M. Sarr Nyeptagato, je vous dis à la prochaine ou à bientôt ou bien. Mais au plaisir, Fatima, le plaisir est partagé. Merci. Alors, chers téléspectateurs, on se dit à la prochaine pour un nouveau épisode de Check-up.